J'aimerais parler de l'importance des médias. Tu sais, les médias, c'est un peu comme la voix dans l'humanité. Si on veut voir l'humanité comme un organisme, euh, tu sais, comme il y a la théorie Gaïa, par exemple, qui voit la planète comme un organisme, pour moi, c'est une théorie qui fait complètement du sens. Tu sais. En anthropologie, on s'intéresse beaucoup aux phénomènes, je voulais dire en sciences en général, on s'intéresse beaucoup aux phénomènes émergents. Euh, L'idée d'un phénomène émergent, c'est par exemple, un atome peut être une molécule peut être un organe, un paquet d'organes peuvent être un organisme, et un paquet d'organismes peuvent être un superorganisme, comme par exemple une fourmilière, c'est quelque chose qui travaille vraiment en synergie. Euh, et on peut aller jusqu'au système solaire, puis on peut aller jusque dans le subatomique. Bref, il y a des façons différentes d'un peu comprendre, mais c'est comme si l'idée qu'une personne existe est très anthropocentrique si on ne considère pas que les autres existent. Donc, autrement dit, ça ne peut pas être juste des individus dans une culture individualiste qui voit des individus partout. Il y a aussi des groupes. Et parmi des groupes, les médias sont effectivement très importants. Les médias ont eu beaucoup de critiques. Il y a des critiques à faire, il y a aussi des applaudissements à faire. Euh, Comme n'importe quoi dans la vie, c'est imparfait et c'est pas noir et blanc. Donc, tu sais, les gens qui diabolisent complètement les médias passent complètement à côté de la traque. Les gens qui boivent tout sans jamais avoir d'esprit critique aussi. Mais ça n'empêche que peu importe comment qu'on le voit, tu sais, du point de vue qu'on aime ou on n'aime pas dans nos émotions, ça demeure, d'un point de vue scientifique, évident que les médias sont importants dans l'équation. Donc, tu ne peux pas les ignorer dans le sens où tu ne peux pas juste les balayer du revers de la main. Ils font partie, aux États-Unis, ils appellent ça le quatrième pouvoir, là, ils font partie de l'équation complètement. Et donc, deux choses que j'aimerais faire aujourd'hui précisément. Je veux vous parler d'un titre d'un article dans Le Devoir et de son sous-titre pour résumer. Et je vais mettre en description des vidéos par rapport au ice shooting qui font un excellent travail, de mon avis, de mon point de vue. Le premier, comme voyons, comment on dit ça, rafistole, en tout cas, met ensemble plein de vidéos de différents angles du tir, et les deux autres en dessous font une analyse plus précise de un vidéo chacun, et font un excellent travail qui ressemble à un travail d'avocat, un travail que tu pourrais présenter devant un juge. Et donc, c'est intéressant parce que justement, un média qui prend sa responsabilité dans l'histoire de l'humanité, dans l'humanité, c'est un média qui finalement remplit son rôle, c'est-à-dire qui utilise sa voix. Les médias, c'est de la communication, c'est de la voix, mais pour justement apporter des arguments bien construits. Et donc, des fois, c'est sûr que c'est frustrant quand tu vois, tu sais, je parlais l'autre fois d'un commentaire à Radio-Canada. Tu sais, Radio-Canada, mettons, qu'ils vont dire, je sais pas, il y a eu c'était où? Il y a eu une élection récemment, je me souviens pas dans quel pays, mais il parlait de l'élection de l'extrême droite. Mais quand, par exemple, Trump a détrôné Maduro, on n'a pas parlé du détrônement d'une extrême gauche. Et quand on va dans la vidéo récemment que j'ai vue, José quelque chose, là, avec Patrice Roy, qui est avec Émilie Nicolas, et puis, comment il s'appelait l'autre gars, j'oublie, bon, peu importe. Mais c'est juste que la fameuse Josée dit qu'il n'y a pas d'extrême gauche au Canada. C'est complètement faux. T'sais, premièrement, il y a des partis enregistrés de genre communiste qui sont littéralement la définition de l'extrême gauche. Deuxièmement, il y a du wokisme qui est une autre sorte d'extrême gauche. Moi, j'ai tendance à dire que le wokisme, c'est même pas de la gauche tellement que c'est dans le champ. Mais on peut dire qu'ils sont une sorte d'extrême gauche parce que sinon, pourquoi on reconnaît plein de sortes de mouvements différents à l'extrême droite? Bref, il y a des biais, tu sais. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des façons d'interpréter les choses, mais ultimement, le véritable travail d'un bon journaliste, c'est d'avoir une approche un peu plus scientifique. Donc, j'adore les vidéos parce que justement, vous allez voir d'un point de vue légal, si vous les regardez, ils sont extrêmement bien construits pour démontrer pourquoi finalement le ICE agent, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, n'avait pas d'affaire à tirer sur la personne, aurait pu, par exemple, tirer dans les roues, autrement dit,
On voit comme un moment donné, il dégaine son arme pendant que les lumières sont encore à reverse. Donc, la personne est en train de s'éloigner de lui, puis il a déjà son arme sortie. Et puis, quand il vise la tête. Là, on le voit super bien. Donc, la démonstration est excellente, à mon avis. Mais, regardons l'autre revers de la main. Ici, je vous mets un article. J'essaie de bien le centrer. Vous pouvez faire pause pour bien le lire. Et je vais vous le lire. Une attente de 55 ans pour obtenir la résidence permanente. Le sous-titre, les délais dans les programmes d'immigration humanitaire exposent au Canada, surtout pour les ressortissants canadiens. Comment ils appellent ça donc? Immigration humanitaire. Une demande humanitaire, pour que vous compreniez vite fait le contexte, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est quelque chose qui est fait après que ta résidence permanente a été refusée. Donc, tu es refusé. OK? Et après avoir été refusé, tu fais une demande de considération humanitaire, c'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez faire une exception pour moi? Fait que là, déjà, une attente de 55 ans, ouais, mais il y a du monde qui attend toute leur vie puis qui ne l'ont jamais, là. Puis c'est pas parce qu'il y a des délais de traitement, c'est parce qu'on ne veut pas te la donner, la résidence permanente. Et donc là, après, ils peuvent faire des appels, ils peuvent faire des exceptions, présenter le dossier de différents angles, demander des avis à des avocats, des juges, des groupes humanitaires. Et comme je dis, il y a des gens qui ne l'ont jamais. Donc, on ne va pas nécessairement les renvoyer dans leur pays parce que ça peut être dangereux pour eux de le faire, mais peut-être qu'on ne leur donnera jamais la résidence permanente parce qu'on a des preuves claires qu'ils ont fait partie de réseaux terroristes quand ils étaient jeunes adultes. Puis, that's it, that's all. C'est-à-dire que notre loi dit qu'on ne peut pas leur donner la résidence permanente. Après, on peut faire des exceptions en considération humanitaire pour telle et telle raison. Mais c'est ça. Si tu as 55 ans d'attente, fort probablement que la considération humanitaire, c'était du genre, ben là, t'es rendu à 70 ans, t'es complètement plus dangereux, on a complètement conscience que tu as perdu contact avec le réseau criminel avec lequel tu étais associé, qui faisait qu'on ne te donnait pas la résidence permanente, bref. Puis là, après, il dit, surtout pour les ressortissants ukrainiens. Les ressortissants ukrainiens ont fait référence à la guerre très récente, là, qui est encore en cours entre les Russes et les Ukrainiens. Donc là, déjà, en partant, on a fait des processus d'accélération. Eux autres, ils ont vraiment, tu sais, ça va vite, ils ont eu de l'argent en rentrant, tout va bien de leur côté. Puis là, on se ramasse qu'il y en a certains là-dedans, parce que là, sinon, la phrase est complètement mal faite, qui auraient fait des demandes d'immigration humanitaire, donc autrement dit, ils auraient été refusés en tant que résidents permanents. Et donc, est-ce que c'est vraiment des Ukrainiens? Est-ce que c'était pas des collaborateurs russes, etc.? Est-ce que c'était pas des criminels, des terroristes? On ne le sait pas. Mais là, pour moi, c'est absurde. Fait que, tu sais, ça, Le Devoir, c'est généralement parlant un média qui fait un très bon travail. Moi, je suis souverainiste, donc c'est sûr que là, je te partage notamment un lien de la CBC, Canadian Broadcast Company. Anyway, c'est fédéral. Et Le Devoir, c'est un journal souverainiste. Fait que, tu sais, chaque média a un certain biais, on le sait. Et donc, je suis juste en train de montrer que je partage un article positif de ceux qui ne sont pas de mon bord et je partage un article négatif de ceux qui le sont plus de mon bord. Et ça, c'est important parce que, tu sais, dans le fond, nous, on devrait toujours être... Hier, je parlais à un juif, puis j'étais critique par rapport à, tu sais, comment le Hamas puis le Hezbollah attaquent constamment Israël, puis bon, c'est ça le problème de base, à mon avis. Puis il disait, oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est notre responsabilité de critiquer notre bord, ce que les musulmans font rarement. C'est-à-dire, moi, j'en ai connu un de mes meilleurs amis musulmans, et il est très critique des mouvements islamistes, etc. Mais c'est rare, les gens, puis je devrais dire tout le monde, c'est rare, là, c'est pas juste les musulmans, qui vont critiquer leur propre gouvernement. Donc, par exemple, Netanyahou avait, avant que tout ça éclate, est-ce qu'il n'a pas utilisé un peu l'escalade pour camoufler des critiques qu'il y avait eu contre lui, des scandales de corruption contre lui, les gens qui descendaient dans la rue contre lui? C'est effectivement possible et c'est effectivement les Juifs qui sont les premiers, ben les Juifs, je devrais dire les citoyens de l'État d'Israël, qui sont les premiers à devoir critiquer leur État pour que leur État soit meilleur, tu sais. Par contre, là, c'est sûr que... moi, ça me fait halluciner quand tu regardes la situation au Moyen-Orient, parce que, tu sais, par exemple, là, les LGBT sont descendus dans la rue pour supporter Free Gaza, tout ça, mais c'est un peu comme des poulets qui s'en vont
défendre le droit du KFC de faire du poulet, là, tu sais, parce que ils seraient les premiers à être massacrés dans ces cultures radicales islamistes-là qui ne tolèrent pas l'homosexualité, etc. Et donc, souvent, les gens comprennent mal le contexte, puis il y a justement souvent dans les médias une espèce de mauvaise présentation. Donc, c'est comme vraiment, je sais pas moi, mettons, Israël a fait un crime de guerre à tel moment, on a démontré qu'ils ont fait de la torture dans une entrevue. C'est fort possible, mais ça ne veut pas dire que l'attentat du 7 octobre n'est pas un crime de guerre. Ça ne veut pas dire que le fait qu'il y a 5 à 7 pays arabes qui les bombardent constamment depuis 1948 suite à un vote démocratique, ce ne sont pas des crimes de guerre. Ils ont répondu essentiellement par la violence à un vote démocratique. C'est ça qui est arrivé, un vote démocratique international multilatéral qui n'était pas une imposition du Conseil de l'ONU. Bref, c'est comme si les médias présentent toujours juste un point de vue. Et évidemment, un bon travail, ce serait de faire de la nuance. Mais bon, il y a quand même des travaux d'enquête qui sont faits à gauche, à droite, qui sont super intéressants. Tout ça pour dire, quand tu fais un travail journalistique en disant, mettons, une attente de 55 ans pour obtenir la résidence permanente, là, c'est du bullshit. Il n'y a pas des délais de 55 ans pour avoir obtenu la résidence permanente. Ça, c'est du monde qui se sont fait refuser et qui, là, après 55 ans de bataille légale, ont finalement eu le droit à une forme d'exception en considération humanitaire. That's it. C'est pas des gens qui ont eu des délais de 55 ans. Je ne suis pas en train de dire que l'immigration au Canada, c'est parfait, puis que nos délais, je dis nous en tant que citoyen pays, nos délais sont bons, mais parce que je ne travaille pas pour l'immigration, je suis juste en train de dire que c'est juste faux. C'est juste de la mauvaise présentation d'informations. Et inversement, tu as des plaidoyers, comme les vidéos que je montre, qui sont très bons. Mais les médias, faut être critique, faut aller dans les zones commentaires, tu sais, comme une des forces de YouTube, c'est la communauté, le fait que les gens peuvent discuter en dessous. Par exemple, Facebook censure les nouvelles, donc ça limite le débat. Twitter, c'est beaucoup trop polarisé, mais tu sais, il faut participer à l'intérieur des médias pour faire des critiques, pour que les médias s'améliorent. Donc, par exemple, le fait qu'ils ne sont pas capables de nommer l'extrême gauche, je le dis à chaque fois que je le vois dans une vidéo, parce que je me dis, ça fait pas de sens qu'ils ne sont pas capables de nommer l'extrême gauche, mais qu'ils nomment si souvent l'extrême droite, comme s'il y avait juste un extrême, quand on sait très bien que c'est un continuum, puis que c'est comme, tu sais, puis bon, on peut même faire un cadran, là, puis faire en 3D si on veut, pour analyser les positions politiques, mais parler comme s'il y avait juste une extrémité, c'est absurde. Tu sais, c'est pas ça la politique. Et donc, ces biais-là sont problématiques parce qu'ils sont toujours en train de fausser un peu fausser beaucoup la perspective des événements et donc, ils ont tendance à créer un clivage encore plus grave qui amène encore plus de débordements et de violence. Et donc, comme je le disais dans mon dernier vidéo sur les forces du mal, c'est vraiment la solution à ça, c'est vraiment l'amour au sens de l'équanimité, au sens de la capacité à se placer un peu au centre, avoir de la compassion pour les extrêmes, puis trouver une position nuancée qui réussit non seulement à présenter les deux points de vue un peu extrêmes, plus modérés, mais aussi une espèce de solution qui, elle, dit, bon, ben regarde, faut être cohérent dans ce qu'on est en train de dire, puis bien le présenter. Bref, les médias, c'est extrêmement important. C'est pas que j'aime beaucoup parler de l'importance des choses, mais les médias sont tellement centraux dans l'équation de l'évolution de nos systèmes. Ils sont une des meilleures boussoles de la liberté démocratique d'expression dans une société, qu'effectivement, il ne faut pas les rejeter du revers de la main, il ne faut pas les diaboliser, il faut à la limite rentrer en dialogue avec eux de façon à les rendre encore plus démocratiques. Et c'est peut-être le plus grand levier pour l'amélioration d'une société. Bonne journée.